Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. Le principe est simple, un dialogue honnête, sans bullshit, sans social washing et sans Jérôme Rotten pour commenter les roulades de Neymar. On va donc être efficace ce matin. Le but de ces rencontres est aussi compliqué qu'indispensable, réfléchir aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets de faire advenir un futur plus souhaitable. Chaque émission est consacrée à une thématique majeure de notre présent et de notre futur. Nous avons parlé déjà jeunesse et engagement, nous avons parlé d'environnement, nous parlerons aussi d'Europe et de culture peut-être, on ne sait pas, on va choisir. À l'initiative de ce rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Porrasanta, qui partagera avec nous sa vision de patron du numérique. Bonjour Carlo. Bonjour. Et à chaque fois, un ou une experte du sujet que nous traiterons évidemment sans tabou. Et ce matin, nous allons aborder un sujet qui a conditionné cette année 2020-2021. Avant même la pandémie, c'était le premier sujet de préoccupation des Français qui se la souhaitent d'ailleurs en trinquant. Nous allons parler de santé et plus précisément des promesses des récentes avancées scientifiques pour beaucoup basées sur les technologies numériques. Alors, j'ai bien conscience du paradoxe qu'il y a dans la présentation que nous allons faire, alors que depuis un an, nous vivons cloîtrés chez nous. Il y a effectivement une forme d'étrangeté à parler des avancées de la recherche, alors que nous en sommes réduits à nous abriter derrière des torchons sur le nez et revenir à la technique la plus moyenâgeuse qui soit, c'est-à-dire le confinement. Cette crise sanitaire et ces 3,2 millions de morts dans le monde exposent autant notre fragilité qu'elle relègue aux oublis les espèces de délires transhumanistes d'hier. Pourtant, aussi difficile que ce soit de l'admettre ou d'y penser, de nombreux exploits scientifiques ont eu lieu durant cette pandémie, réalisés qu'en un an, et même en un peu moins, 11 vaccins ont été développés et plus d'1 milliard de doses ont déjà été administrées. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et cette tragédie, où se mêlent autant d'avancées que de tristesse, contient au fond beaucoup des problématiques que nous allons explorer ce matin. La question évidemment de l'égalité aux soins, tant géographique qu'économique, celle de la confiance des citoyens et du rôle des professionnels de santé. Ces questions sont aussi fondamentales que délicates, mais là aussi, je me dois de vous prévenir, si vous pensez que le vaccin est une stratégie sataniste pour inoculer la 5G et donc suivre l'historique de navigation de Morissette, eh bien, barrez-vous. Nous n'avons vraiment pas le temps d'entretenir vos névroses puériles. Allez peut-être ou réfléchissez au fait de vous faire vacciner. Ce sera peut-être plus malin. Pendant ce temps-là, nous allons tenter de voir si la technologie peut nous aider à mieux soigner et dans quel cadre. Et pour en discuter ce matin, nous aurions pu inviter un médecin ou un chercheur, mais nous avons choisi d'entendre un entrepreneur de la santé, quelqu'un qui a justement su utiliser les moyens numériques pour tenter de mieux suivre et prendre en charge les dépenses de santé par une assurance 100% digitale qui s'appelle Alan. Si vous pensez en avoir entendu parler récemment, c'est sûrement le cas, puisque le 19 avril dernier, Alan est devenue la nouvelle licorne française et même la première licorne française en valeur, puisque cette start-up, je ne sais pas si on peut encore employer ce terme, est désormais valorisée à 1,7 milliard d'euros. Mais ce matin, son PDG et cofondateur ne va pas nous parler de lever le fonds, même si évidemment maintenant il en connaît un rayon, ni management et culture d'entreprise, bien qu'il ait écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Healthy Business, culture d'entreprise, bien-être et excellence. Ce matin, nous tentons de voir beaucoup plus loin et de parler du futur de la santé avec Jean-Charles Samuelian. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors, nos deux invités, Carlo et Jean-Charles, sont là pour répondre à toutes vos questions, sans filtre ni modération. Vous pouviez les poser en amont du débat sur LinkedIn ou sur le site d'Ouzbek Erika. Vous pouvez le faire dès maintenant sur le site de l'événement. Nous les poserons au fil de la discussion. Et comme j'ai bien conscience quand même de la difficulté de réaliser les promesses de la science en ce moment, je vous propose un tour d'horizon un peu piégeux des avancées en matière de soins. C'est la première séquence de notre émission et c'est le Fake News Quiz.
suis un peu pris pour Alain Chabat sur ce coup-là, mais je vais me calmer. Le principe est assez simple. Vous allez voir, messieurs, je vous donne des infos et vous devez me dire si il s'agit de la réalité ou complètement de fake news. Et nous commençons avec cette première possibilité. Des chercheurs ont mis au point une technique permettant d'imprimer des os directement dans le corps des patients. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Carlo, vrai ou faux? Le fait d'imprimer des objets dans le monde de la santé, c'est vrai. Directement dans le corps, c'est la première fois que je l'entends, mais te connaissant, je dirais que c'est vrai. Jean-Charles? J'ai exactement le même point de vue que Carlo là-dessus. Je pense qu'on va bientôt être capable de faire ça. Donc je pense que c'est très expérimental, mais ça devrait exister. Alors c'est très expérimental, mais c'est vrai. Effectivement, des chercheurs de l'université de New South Wales en Australie ont mis au point une encre à base de céramique qui permet d'imprimer des os en 3D en utilisant des cellules vivantes à température ambiante et sans utiliser de produits chimiques agressifs. Et effectivement, comme vous le rappeliez tous les deux, il y a déjà beaucoup de sujets de bio-impression. On imprime déjà des foies, des reins, des pancréas, même une oreille qui ont été générés en 3D artificiellement. Et en 2019, on a imprimé à partir de cellules humaines en 3D un cœur humain et une cornée. La prochaine étape pour ces technologies est évidemment de réussir à implanter ces organes dans le corps humain pour réellement soigner les patients. Mais on se doute bien évidemment que le monde de la transplantation sera absolument bouleversé par ces très bonnes nouvelles. Deuxième possibilité, un analyseur vocal permet désormais de dépister la Covid-19 uniquement grâce au son. Vrai ou faux d'après vous? Je dirais plutôt faux. Faux. Parce que j'ai du mal à voir la théorie derrière, mais j'ai sûrement tort. Jean-Charles pense que c'est faux. Carlo? Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire grâce au son. Certainement, des intelligences conversationnelles peuvent faire un dépistage en posant des questions. Donc si le son, c'est juste écouter la voix de la personne et donc se faire raconter des histoires, je pense que c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas un bot conversationnel. Ça s'appelle Cough Scrutinizing. Et c'est un outil développé par les scientifiques du MIT qui permet donc de détecter la Covid-19 à partir d'une toux forcée. Okay. On vous écoute, vous toussez et en fait, grâce à l'analyse de dizaines de milliers d'enregistrements de toux et de mots prononcés par des malades, l'intelligence artificielle de cet outil diagnostique les porteurs du virus, symptomatiques ou non, avec 98,5% de précision. C'est quand même vachement plus agréable que le test PCR par prélèvement nasopharyngé où on vous chatouille un peu le cerveau. Et je vous rappelle quand même qu'en Chine, ils ont développé un test anal. Je pense que du coup, le cough scrutinizing est quand même une méthode que l'on pourrait utiliser de manière un peu plus globale. On pourrait le définir souhaitable. Oui, voilà, le futur souhaitable, ce serait ça. Dernier fake news ou real news du jour, une patiente aveugle aurait retrouvé définitivement la vue grâce à un implant cérébral. Vrai ou faux? Vrai. Je ne sais pas si c'est déjà vrai, mais je pense que si ce n'est pas le cas, c'est le cas très bientôt parce que les technologies d'implant sont sur une croissance exponentielle en ce moment. Alors, c'est plutôt du côté de Jean-Charles parce que ce n'est pas complètement vrai. C'est faux, elle n'a pas retrouvé définitivement la vue, mais Bernadetta Gomez, qui est une Espagnole qui est devenue aveugle à 42 ans des suites d'une neuropathie optique, a retrouvé temporairement la vue grâce à un implant cérébral. L'implant ne peut pour le moment pas rester plus de 6 mois dans le cerveau des patients, mais les chercheurs espèrent à long terme allonger la durée de vie et d'utilisation à plusieurs années. Et évidemment, au-delà des fantasmes d'Elon Musk, les interfaces neuronales effectivement directes, ces dispositifs qu'on implante dans le cerveau pour communiquer avec des machines, sont porteuses d'espoir pour énormément de maladies. On pense évidemment à la maladie de Parkinson, où il y a déjà quelques traitements expérimentaux. Et sachez que des chercheurs du MIT ont aussi mis au point des implants cérébraux souples, c'est-à-dire non plus des fiches, mais vraiment en fait comme des feuilles transparentes et souples pour mieux s'adapter au format du cerveau et éviter les inflammations. Vous le voyez, il y a bien des exemples et des promesses inouïes dans le développement des technologies de santé.
La question, évidemment, c'est de savoir s'il s'agit d'un mirage, quelles limites il faut éventuellement poser à ces nouvelles pratiques et si ces technologies ne risquent pas d'exclure plus qu'elles ne soignent. C'est le moment donc de se poser vraiment la question du jour et de se parler les yeux dans les yeux, c'est-à-dire la rubrique suivante. Le principe est très simple, messieurs. Vous avez chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question qui nous anime ce matin. Pas d'interruption, vous avez vraiment 2 minutes avec notre public et nous allons commencer avec notre invité. Alors Jean-Charles, selon vous, comment la technologie peut-elle aider à mieux soigner? Alors je vois plusieurs niveaux pour aider à mieux soigner. Il y a d'abord l'accessibilité. Donc c'est rendre accessible à tous l'information. Parce qu'en fait, un des plus grands problèmes de l'accès aux soins aujourd'hui, c'est le renoncement aux soins par manque d'information, inégalité d'accès à l'information. Et là, la technologie, Internet, doit rendre ça plus accessible et on en fait une partie de notre mission. Et en fait, c'est l'information sur la qualité des soins, l'information sur le coût des soins, l'information sur comment naviguer un parcours de soins qui est parfois très opaque. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est bien sûr la digitalisation de toute la chaîne de valeur. Comment on interconnecte beaucoup mieux la médecine de ville, les hôpitaux, la prévention. Et cette interconnexion va permettre, encore une fois, d'avoir un suivi beaucoup plus continu et qui va augmenter la qualité des soins et tout en réduisant le coût dans le temps, on pense. Et les deux sont très importants quand on sait que la santé, c'est entre 10 et 12% du PIB mondial. Bien sûr, il y a d'énormes innovations technologiques qui arrivent, que tu as mentionné, Alexandre. Et ça, il faut continuer à les soutenir parce qu'elles vont arriver. Donc, comment on les implémente et comment on les rend de plus en plus égalitaires et comment on les finance. Et enfin, je pense un des gros enjeux, c'est de passer d'une santé curative à une santé de plus en plus préventive. Et là aussi, on pense que la prévention très personnalisée, donc grâce à du machine learning qui permet de s'adapter aux gens, est super importante. Pour ça, il va falloir repenser le consentement proactif et créer des relations de confiance entre les acteurs pour être sûr que c'est fait que dans le bon sens. Carlo, pareil, 2 minutes. Comment la technologie aide-t-elle à mieux soigner ou pourra le faire? Alors, effectivement, Alexandre, comme vous l'avez souligné brillamment en début d'émission, on ne pouvait pas faire cette émission dans un moment plus important dans la compréhension que nous avons tous de la santé. 14 mois difficiles au niveau planétaire. On n'a jamais vécu une crise aussi importante sur la planète. C'est bien un sujet de santé. La santé, pour moi, est un des éléments les plus importants avec l'alimentation, avec l'éducation, avec les droits de l'homme. C'est un des sujets qui sont vraiment planétaires. Alors, la technologie est là pour aider. La technologie, comme dans toute autre industrie, est là pour rendre les femmes et les hommes plus efficaces, plus pertinentes dans ce qu'ils font. Et donc, la crise Covid en est un exemple, parce qu'Alexandre, vous avez cité effectivement cette réussite sur les vaccins, mais globalement, l'analyse de la pandémie, la compréhension de la pandémie, le partage des informations entre les pays sur la pandémie n'ont pas du tout été à la hauteur du challenge, de la situation que nous avons eu à gérer. D'où le confinement, d'où plein de pratiques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. D'ailleurs, on a lu aussi, est-ce que la technologie a vraiment aidé dans cette crise? Elle a un peu aidé, dans les vaccins certainement, dans la gestion, grâce aux données, de la compréhension et de la gestion de la crise, pas forcément à la hauteur des espérances. Maintenant, la technologie, c'est ça qu'elle doit faire. Pour moi, c'est d'abord une question d'efficacité, effectivement, dans la compréhension d'une maladie, d'une pandémie, d'une situation qui peut être mondiale, et puis je vais du très général au très personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis malade. Donc, quel est le diagnostic, quel est le parcours de soins, quel est le suivi, et est-ce que globalement j'ai une espérance de vie qui me satisfait, et est-ce que j'ai une qualité de vie qui me satisfait, multiplié par 7 milliards. C'est ça l'équation à résoudre. Donc la technologie, l'intelligence artificielle et tout ce qui va venir peut aider certainement à avoir un système de santé beaucoup plus efficace. Donc je pense que c'est souhaitable. Bien sûr, il faut que ce soit respectueux des données des personnes et il faut une gouvernance de ces données pour que, effectivement, toutes les personnes du monde puissent avoir confiance dans le système et ne le considèrent pas comme un Big Brother qui regarde ce que nous faisons. Non, c'est pour nous et il faut que la maîtrise de l'information nous permette d'avoir confiance dans le système.
C'est intéressant parce que c'est vraiment le point qui revient le plus entre vous deux. Jean-Charles, vous nous parliez de consentement préalable, de confiance. Carlo, vous avez terminé là-dessus, c'est-à-dire qu'on sent bien quand même qu'un des premiers thèmes de débat, une des premières réticences, c'est de se demander si ces technologies de santé sont sans faille. Quelles failles ont-elles et comment peut-on dans ce cas-là, j'allais dire rassurer ou peut-être éduquer ou peut-être mettre des barrières pour faire en sorte que nous ayons confiance en termes de prise de décision, de biais algorithmiques et évidemment quand même de sécurité des données. Par exemple, Jean-Charles, vous avez accès à des données qui sont extrêmement confidentielles. C'est vraiment la première question qu'on vous pose à chaque fois en disant, bon, vous allez savoir chez quel médecin je vais, quel genre d'ordonnance j'ai. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes dit, OK, on bétonne tout? Alors, en effet, la sécurité des données est un sujet qui est hyper importante et la privacy, parce que c'est très, très personnel. Donc ça, il y a en effet toute une infrastructure à créer qui est clé et qui est cruciale. Mais je pense que si on doit se poser la question au niveau de la société et au niveau d'au-dessus, il faut se poser la question de la valeur que ça génère et du risque. Il n'y aura jamais aucun système qui est parfait, aucun système qui n'est pas piratable à un moment ou à un autre. On peut mettre beaucoup de limites et de protections, mais si on va sur le risque zéro complet, on fait plus d'innovation. Et du coup, je pense que la bonne question de société, c'est de trouver la bonne tension entre de l'innovation et un risque très faible, mais acceptable, pour toute la valeur qui est générée. Et en effet, si on se dit que partager la donnée au niveau global, c'est trop dangereux, les États ne partagent plus la donnée et en fait, on n'a aucune donnée de suivi, on doit être confiné, on pourrait se dire que partager la donnée aurait permis un truc beaucoup plus granulaire et avoir beaucoup plus de liberté. Et du coup, c'est ces questions qu'on doit se poser en société. Et un des risques qu'on a souvent, c'est qu'on a une discussion qui est soit juste sur le risque et la peur et qui est décorrélée la discussion sur qu'est-ce que ça peut générer. Alors que les deux doivent aller tout le temps ensemble. Et on doit être à la fois positif et voir les contraintes, et quand on voit les contraintes, voir ce que ça peut apporter. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on essaie. On essaie d'être béton, on fait des tests en permanence avec des boîtes externes qui nous attaquent pour voir si la donnée est accessible. Mais à la fin, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est générer beaucoup plus de valeur, faire en sorte qu'il y a des données auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc, par exemple, on a un chat médical dans Alan. Les données entre les médecins et nos membres sont complètement encryptés et nous, Alan, on n'y a pas accès. Donc on peut mettre plein de lignes de défense qui font qu'on est quand même sécurisé sur les données qui sont cruciales. Carlo, j'imagine que Microsoft, en tant qu'entreprise internationale spécialisée évidemment dans le numérique, là aussi c'est un angle qui revient très souvent dans ces discussions. Est-ce que dans le dialogue que vous pouvez avoir, autant avec les utilisateurs que la communauté médicale par exemple, ce genre de prévention, ce genre de mesure, c'est-à-dire d'aller voir les gens en disant, vous savez, on n'a pas accès aux données, est-ce que c'est audible? Ou est-ce qu'il y a encore quand même une vraie réticence parfois de la part de certains utilisateurs ou de certaines professions? Il y a encore une réticence parce que je pense que c'est une pédagogie qui est compliquée à faire et donc il va falloir effectivement un peu de temps et un peu d'engagement de tout le monde pour arriver. Je suis très d'accord avec ce que disait Jean-Charles sur cet équilibre entre effectivement la crainte de où est la donnée, mais effectivement ce que l'ensemble des données peuvent apporter dans le système. Comment répondre, Alexandre? Si on considère mes données aujourd'hui, d'accord? Moi, j'ai plein de petites informations sur des serveurs un peu partout. Que je le veuille ou pas, si je fais un test PCR avec un laboratoire, j'ai des informations de moi, quelque part, sur un serveur. Alors moi, je suis informaticien, enfin, ça fait 25 ans que je suis dans la technologie, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus facile pour un hacker, s'il veut avoir mon test PCR, d'aller sur un serveur tel qu'il est géré aujourd'hui, avec toutes les bonnes intentions du laboratoire qui gère son serveur. Si un hacker veut rentrer dans ce serveur, il met à peu près 15 minutes. Donc il peut avoir mon information. Donc si quelqu'un me veut du mal et il veut aller dans tous les serveurs de tous les médecins que j'ai vus ces 5 dernières années, en une journée de travail, il peut avoir toutes mes données. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la sécurisation de la donnée du niveau tel qu'elle est aujourd'hui. Il y a, par contre, un certain nombre d'acteurs qui s'efforcent pour créer des systèmes, nous et d'autres, je ne dis pas Microsoft, mais plein d'acteurs, qui ont des solutions plus sécurisées. Le fait de mettre les données dans ces systèmes, c'est plus d'un point de vue sécurité, est plus sûr que de les avoir dans plein de serveurs. Et ça pourrait être, ça devrait être, la bonne équation pour dire, OK, utilisons les systèmes les plus sécurisés,
pour garantir cette confiance des citoyens. Et qu'est-ce que ça nous permettrait de faire? Ça nous permettrait de digitaliser à un tel niveau tout le système qu'en cas Covid, dans un monde purement digitalisé, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu la Chine digitalisée, avoir en open data des données à disposition de l'Italie digitalisée, qui plutôt que de subir une vague sans la comprendre, aurait pu réagir et anticiper, qui ensuite, en open data, aurait pu discuter avec le système français, et ainsi de suite, multiplié par 200 pays dans le monde. C'est tout ce que nous n'avons pas vu. Chacun s'est fait surprendre, les données n'étaient pas disponibles, et donc, en fait, chacun a essayé d'utiliser au mieux des données qu'on a construites au fur et à mesure. Un système plus digitalisé et un système plus résilient. Parce que si les informations de tous les Français sont déjà digitalisées, avec bien sûr une gouvernance qui doit être construite et respectée, eh bien, le système France est un système plus résilient parce qu'on connaît le métabolisme des personnes, la situation, la géographie. On connaît tellement de choses qu'on peut anticiper beaucoup mieux et donc gérer beaucoup mieux une crise. J'entends. Alors, je doute un jour que le gouvernement chinois mette des données en open data. Mais tout dépend des règles du fonctionnement. Au-delà de ce préalable, j'entends ce que vous dites tous les deux sur l'avantage, le coût-bénéfice qui est très important et la possible sécurisation. Mais Carlo, je me dois de vous poser la question. Malgré cette sécurité affichée, vous parliez à l'instant de gouvernance. Microsoft a connu quelques mésaventures, notamment sur le Health Data Hub, qui ont mis en lumière la difficulté parfois d'entendre ce discours. En pédagogie, certainement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, à chaque fois qu'il y a un débat en disant oui, peut-être il y a une autre solution, la réalité, c'est que analyse après analyse après analyse, et ben en fait, ça a démontré que la technologie qu'on met à disposition est la plus sécurisée de toutes celles qui ont été analysées à plusieurs reprises. Donc, si on veut un système qui fonctionne et qui est sécurisé, aujourd'hui, c'est la solution la plus sécurisée. Donc, je reviens au point de Jean-Charles. Est-ce qu'on veut vraiment le faire? Est-ce qu'on pense que le fait d'avoir les données à un endroit pour faire de la recherche, pour faire du diagnostic, pour faire du soin, pour faire de l'accompagnement dans le parcours, est-ce que c'est ce qu'on souhaite en tant que pays? On sait que c'est plus efficace. Il faut vaincre cette crainte de la sécurisation. Je ne dis pas que c'est fait. Moi, je pense que c'est souhaitable et les pays qui vont le faire vont aller plus vite. Notamment dans l'histoire du Health Data Hub, ce qu'on entend aussi, c'est une forme de réticence vis-à-vis de très grandes entreprises multinationales, souvent américaines. Et pourtant, ces grandes entreprises, ces GAFA, se développent beaucoup dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pensez qu'au fond, la santé pourrait être le prochain marché des GAFAM? Je pense à Amazon qui fait de la télémédecine, de la pharmacie, de l'assurance. Je pense à Google qui a une stratégie de santé, Alan qui est intégralement numérique. Est-ce que vous pensez tous les deux que la santé est un nouveau business model possible des GAFAM? Alors, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une grosse tendance des GAFA aujourd'hui à investir très fortement dans la santé. Et là, après, il y a une question qu'on doit se poser en tant qu'Europe, c'est quelle partie on veut construire nous et quelle technologie propriétaire on veut avoir. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Alan pour essayer de créer une position forte de la santé avec une approche européenne, sachant qu'on a surtout des visions des systèmes de santé qui sont très différentes entre les États-Unis et les systèmes européens. Donc on a intérêt quand même à mettre notre ADN européen dans une vision un peu universaliste de la santé dans les produits qu'on développe, je pense, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Mais l'innovation va venir partout. Et je pense que la question, c'est pas est-ce qu'on peut bloquer l'innovation. L'histoire a montré de manière répétée qu'on ne bloque pas l'innovation, elle existe. Et du coup, c'est comment on devient un leader de l'innovation et comment, en étant un leader de l'innovation, on définit les règles qui permettent de protéger les citoyens, qui permettent de montrer la valeur, qui permettent de créer ça. Donc, il n'y a pas d'illusion. On peut se plaindre autant qu'on veut sur le fait que les GAFA investissent en santé. Ils vont le faire. S'ils ont le meilleur produit, comme d'habitude, les gens utiliseront le meilleur produit, parce que les utilisateurs verront le chemin de moindre friction. Donc, si on leur prouve qu'il y a un truc qui va augmenter leur espérance de vie, leur qualité de vie à moindre coût, c'est là qu'ils vont aller. Et le job, je pense, de l'Europe, c'est d'arriver à aussi lancer des services qui permettent de faire ça et qui sont extrêmement différenciés. Et après, moi, mon sens, c'est qu'il faut
j'ai une vision où il faut essayer de penser global et si on peut faire en sorte que tous les pays interagissent entre eux de manière plus claire et plus saine, avec des bonnes règles et des bons protocoles, et qu'on ne soit pas en combat permanent, sans être naïf, hein, bien sûr, je pense que ce sera encore mieux pour le système global, parce qu'encore une fois, la santé, on l'a vu l'année dernière, n'a pas de frontières. Et la Covid ne s'est pas arrêtée aux frontières chinoises ou américaines ou françaises. Et du coup, il faut essayer de penser global. Carlo, même question sur cette idée de est-ce que la santé pourrait être un business model pour Microsoft? La santé, c'est un business model pour beaucoup d'entreprises parce que effectivement, il y a plein d'équations à résoudre et donc il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Donc quand il y a besoin non satisfaits, c'est une opportunité pour faire du business. Moi, je pense qu'il faut effectivement avoir une multiplicité d'offres et il faut qu'il y ait cette pédagogie vers le consommateur pour que les personnes sachent, comprennent quand ils utilisent un service, en fait, quel est le produit, qui est le client et comment sont gérées les informations. Donc, voilà, donc certainement un certain nombre de nos confrères vont directement faire des services aux citoyens, enfin aux personnes. Microsoft, on a fait un choix différent de business model. Donc nous, on met en place des infrastructures. On avait même, il y a quelques années, une application Health. On l'a plus. C'est-à-dire qu'on considère que c'est à Jean-Charles de faire son business, on considère que c'est à Doctolib de faire son business. Et nous, par contre, on a une infrastructure. Quand on fait le Health Data Hub, on a une infrastructure. On ne regarde pas, absolument pas, les données qui tournent. Donc il y a du cryptage, il y a des clés qui sont dans les mains du ministère. On n'a rien pour regarder les informations d'une Française ou d'un Français. Donc notre business model est un business model horizontal, purement en technologie. Mais effectivement, il y en a d'autres qui vont avoir des services. Aux citoyens de choisir, aux citoyens de dire pourquoi ce business model, est-ce que je le paye ou est-ce que je ne le paye pas? Si je ne le paye pas, pourquoi on me donne un service qui est gratuit? Qui est vraiment le produit? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le service? Bon, c'est des bonnes questions à se poser. Et puis quand le service est payant et que j'ai confiance et qu'il peut me résoudre une équation, eh bien on fait le choix et on l'utilise et c'est bien. Alors, vous parlez à l'instant des questions des citoyens. Nous en avons reçu en amont de ce débat, puisque évidemment, ce sont des questions qui nous touchent très personnellement. Il est donc temps d'impliquer le public qui nous a envoyé des questions. C'est la séquence No Filter qui répond à la promesse de notre émission, répondre sans tabou à toutes les questions qui vous sont posées. Je vais donc demander d'y répondre très directement, même si ces questions peuvent être parfois un peu délicates. Et Clément nous a demandé en amont de l'émission, là aussi, sur ces questions de confiance et d'éthique qui sont évidemment au cœur des interrogations, Clémence demande, au-delà de la loi, comment maintenir une ligne éthique dans le temps avec les informations de santé disponibles? Je vous pose la question à tous les deux. Notre vision, en tout cas, elle est autour de la transparence radicale. Chez Alan, c'est un truc qu'on fait depuis le début de la boîte, c'est de communiquer de manière vraiment transparente sur ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et en fait, se forcer à être transparent radicalement en interne et en externe nous force à être capable d'expliquer pourquoi on fait les choses et comment, et d'être accountable, pardon pour le français, mais d'être... comptable, en fond, responsable. Responsable, exactement. Et d'avoir cette responsabilité devant le public. Et ça, je pense, c'est extrêmement important. Après, il y a plein d'organismes d'audit en France, en Europe, qui sont là pour ça. La CNIL fait un travail qui est assez canon et qui est vraiment important, je pense, pour l'écosystème. Donc, il y a plein d'outils. On ne pense pas du tout à être parfait. On n'est jamais parfait. C'est un investissement continu. Et plus on grandit, plus il faut continuer à investir de manière conséquente. Mais je pense que surtout, les utilisateurs, j'aime pas trop dire consommateurs en santé, mais les utilisateurs, les citoyens sont intelligents. Et du coup, on est dans un monde d'information de plus en plus large et ils sont capables, ils choisissent de plus en plus les marques avec qui ils interagissent, les produits avec lesquels ils interagissent, et est-ce que les valeurs éthiques sont alignées avec les leurs? Donc je pense que ça va devenir une obligation de toute façon de toutes les marques, de toutes les entreprises, d'être claires sur leurs valeurs éthiques et non seulement de communiquer dessus, mais de le prouver dans la réalité. Et s'il y a une dissonance, les marques s'écrouleront à mon sens, et ça va s'appliquer à la santé comme à tous les autres segments. Carlo, là aussi, on est sur cette notion de preuve et de communication. Alors, c'est une question super importante. D'ailleurs, on avait eu une autre émission sans tabou sur l'éthique. On a un peu parlé de ça, donc je vais reprendre quelques concepts. Pour moi, effectivement, il y a la notion de transparence de chacune des organisations. Il y a une notion de partage d'espérance aussi entre entreprises. Nous, on apprend beaucoup. Comme par exemple sur l'intelligence artificielle, on a un groupe de travail, un collectif avec une quarantaine d'organisations, grandes, petites, publiques, privées, et on partage nos expériences et on apprend les uns des autres. Ça, c'est super important.
Et puis moi, mon point de vue, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le précédent Sans Tabou sur l'éthique, c'est que la nouvelle frontière de l'éthique dans le business, ce n'est pas seulement la transparence sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mais c'est la transparence de dire pourquoi il y a certaines choses que nous ne faisons pas. C'est super important. La technologie permet des business models. Ce n'est pas parce qu'un business model il est possible grâce à la technologie qu'il est souhaitable et il est éthique. Donc, donner de la transparence et faire de la pédagogie sur pourquoi ce business, je ne le fais pas. Je pourrais, avec les données que j'ai, faire ça, mais je ne le fais pas. Ça, c'est super important. Là, nous étions sur l'éthique. Évidemment, on va revenir sur la sécurité. C'est une question de Clotilde qui se demande quid des données hébergées sur des applications ou plateformes de santé type Doctolib & Co. J'imagine que dans le & Co, il y a Alan. Et Clotilde nous rappelle que Doctolib avait notamment été victime d'une fuite de données en 2020. Alors, comment garantir la sécurité et la confidentialité de ces données? Clotilde nous écrit, entre parenthèses, qu'elles sont très... Il y a beaucoup de E. Personnel. Donc, on en a un peu déjà discuté, mais j'entends ce que vous dites sur le fait de faire de la pédagogie, d'être transparent, mais si on est franc, moi, vous pouvez essayer de m'expliquer en toute transparence que votre algorithme, il est sûr. Je ne sais pas comment fonctionne un algorithme. Quel est, dans ce cas-là, le bon discours ou les bonnes preuves à donner pour nous expliquer que ma vie intime, personnelle, biologique, ne va pas se retrouver, comme vous nous le disiez tout à l'heure, aux mains de hackers qui en 15 minutes vont dans un labo. Mais nous sommes d'accord que c'est déjà le cas. Ouais. Enfin, je veux être très, 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 très sincère et spécifique sur ce sujet. C'est déjà le cas. Donc, il ne faut pas avoir plus peur que celle qu'on devrait déjà avoir. En fait, là, la réponse, c'est flipper maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas flipper plus sur le futur, il faut flipper déjà éventuellement sur le présent. Et donc, quelle est la solution pour le futur? Donc, je reprends mon point. Mes données du dernier examen clinique de sang que j'ai fait, il est quelque part. Ce quelque part, aujourd'hui, pour une grosse partie des situations, c'est sur un serveur que quelqu'un gère avec toutes les bonnes intentions du monde, mais qui est moins sécurisé des solutions les plus sécurisées au monde, quelles qu'elles soient. Donc, pour moi, le débat est de dire comment est-ce que nous faisons en sorte que les informations de toutes les entreprises, de tous les hôpitaux, de tout le système de santé, soit sur des infrastructures les plus sécurisées possibles, et ça, c'est auditable. La CNIL, l'ANSSI, il y a plein d'organismes dans un pays comme la France qui sont très évolués et qui peuvent, et qui le font déjà, établir quelles sont les règles, les renforcer si besoin, et au fur et à mesure, établir quelles sont les règles du jeu. Et toutes les organisations qui travaillent dans la santé, petit à petit, c'est une question de faire le maximum pour sécuriser le plus possible. Ça, il faut le faire. Mais attention, aller dans le futur, ça veut dire sécuriser davantage par rapport à la situation actuelle. Je tiens à le dire. Parce que sinon, on démonise la technologie en disant ça va être pire. La réalité, c'est que nos données sont déjà quelque part. Et il faut peut-être s'inquiéter de là où elles sont aujourd'hui et pas de là où elles pourraient être. Jean-Charles, sur cette question-là, vous nous avez expliqué que, évidemment, vous aviez construit une solution forcément très robuste, mais je voudrais mixer nos deux questions, éthique et sécurité. Si, par malheur, des données vous échappaient et où on pénétrait vos défenses, dans cette optique de transparence radicale que vous nous avez expliquée, vous l'exposeriez, vous diriez, écoutez, tout le monde connaît votre IMC. Alors, bon, la loi est assez bien faite. Donc la CNIL pousse de toute façon maintenant à communiquer sur les failles et au moins à notifier la CNIL, mais nous, on aurait tendance à être très public si ça arrivait. Je pense qu'il ne faut pas d'illusion. Dans les 10-20 prochaines années, tous les mois, on aura une news d'information de santé dans un pays du monde qui sera sortie. Ça va continuer comme dans tous les segments. Enfin, on parle récemment de Facebook dont 500 millions de comptes se sont fait pirater, dont les informations de 500 millions de comptes se sont fait scraper. Donc ça existe et ça continuera à exister malgré toutes les lignes de défense. Il y aura toujours des choses parce que le cas de Doctolib, c'est pas eux qui sont fait pirater, mais c'était une interface avec une autre entreprise et en fait c'est l'information de notre entreprise qui s'est fait pirater mais qui avait accès aux informations de Doctolib. Donc il y aura toujours des cas comme ça qui vont exister. Dans les faits, encore une fois,
j'essaye de revenir, c'est très important, les technologies d'encryption locale, donc que l'information soit disponible que sur le serveur local ou que sur le téléphone de la personne et pas accessible à l'entreprise, avancent et on va avoir des innovations technologiques qui vont continuer à améliorer ça, sans être parfaites, parce que c'est une course permanente entre les hackers et l'innovation de sécurité, il ne faut vraiment pas l'oublier. Encore une fois, on est dans une situation où je pense qu'il y a plein d'endroits où il y a beaucoup de risques déjà, et certaines boîtes donc, qui sont plus auditées que d'autres et du coup sont de meilleure qualité. Après, encore une fois, quand je vois ces questions-là, c'est vraiment intéressant, elles sont vraiment importantes, mais on ne parle pas du coup de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut améliorer le système de santé. Et je veux vraiment qu'on lie les deux en permanence parce que c'est pas satisfaisant la situation dans laquelle on est, le peu de personnalisation de la santé, le peu d'accès à ma propre information en tant qu'utilisateur, le peu d'accès à l'information sur comment naviguer le parcours de soins, j'y reviens, sur l'état de la télémédecine qui est en forte progression mais qui est encore très faible, les outils qui sont archaïques pour les professionnels de santé et qui passent beaucoup de temps à faire de l'admin, moins de temps à faire du soin de qualité, qui doivent répéter les mêmes tests plusieurs fois parce que les systèmes ne sont pas interconnectés. On a quand même beaucoup de choses à améliorer et je pense qu'en termes de société, dans beaucoup de cas, on serait gagnant si je devais faire un choix, je préférerais que mon cancer soit traité et screené 5 ans avant et prendre un petit risque que mon dernier rendez-vous généraliste se retrouve peut-être sur une base de données dans un cas pour 1 million, que ne pas faire avancer la recherche sur le cancer, par exemple. Mais encore une fois, je pense qu'on peut essayer d'avoir les deux. Et il faut essayer d'avoir les deux en parallèle. Plus de sécurité en permanence et plus d'innovation. On a une question de Clément, le même Clément, qui pose deux vrais enjeux également. Clément demande comment faire en sorte que les services rendus par la technologie restent disponibles pour tous, y compris ceux qui ont des problèmes précédents de santé. Je voudrais dissocier cette question un peu en deux. Pour vous, Carlo, je voudrais vous entendre sur cette idée d'une technologie qui reste disponible pour tous, car évidemment, on a beaucoup entendu parler de télémédecine, on a entendu parler des promesses de soins partout. Pourtant, n'oublions pas qu'il existe et persiste une fracture numérique, non seulement mondiale, mais également intrasociale, c'est-à-dire au sein même de la France. Comment est-ce qu'on pourrait garantir l'accès à cette nouvelle médecine à tous ? Alors déjà, peut-être quand on parle de informatisation du système santé, la partie, disons, relation entre un médecin et un patient est une des équations à résoudre, mais n'est pas l'unique. C'est-à-dire que le médecin lui-même, il peut être augmenté par la technologie. Je peux vous faire quelques exemples. Le diagnostic, dans n'importe quelle maladie, même les choses les plus, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire que je fais une panoramique de mes dents tous les, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et puis je vais chez un médecin, qui est un dentiste dans ce cas-là. Et ben, ma dentiste, puisque c'est une femme, elle regarde 2 panoramiques et elle fait un diagnostic qui est de dire, bah, là, il y a 2 choses à faire. Alors, la réalité vraie, c'est qu'une intelligence artificielle qui pouvait regarder mes 3 dernières panoramiques serait beaucoup plus précise que ma dentiste. C'est-à-dire qu'elle anticiperait ce que ma dentiste probablement va voir avec la prochaine panoramique. Elle va voir des différences minimes qu'à l'œil humain sont impossibles à voir. Donc ma dentiste, demain, elle va être augmentée par l'intelligence artificielle. C'est toujours elle qui va me dire ce qu'il faut faire et qui va le faire. Mais elle va être augmentée. Ça, c'est une question de démocratisation. Parce que l'analyse de panoramique, une fois que la technologie existe, je peux la diffuser à tous les dentistes du monde. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour garantir une égalité d'opportunités, de qualité de soins dentaires à toutes les personnes du monde? C'est-à-dire que je ne dois pas aller chez le meilleur spécialiste ou la meilleure spécialiste à Paris pour comprendre ce qui est en train de se passer. Cette intelligence sera à disposition de tous les dentistes du monde. Je fais un exemple, mais vous le multipliez sur les cardiologues, les orthopédies, enfin, dans tous les systèmes. Ça, c'est une question de démocratisation. Après, dans l'interaction, il peut y avoir effectivement un besoin d'accès du patient. Et là, effectivement, c'est une question aussi qu'on peut se poser à un niveau national. Est-ce que tout le monde a besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur et qu'est-ce qu'on fait? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on leur donne accès dans des salles, à côté de chez eux, pour pouvoir se connecter, si besoin, avec un docteur, un chirurgien qui est à distance? Donc ça, c'est une question d'infrastructure. Et je veux bien qu'on se pose la question de quels sont les moyens qu'un État peut et doit se donner pour garantir cette infrastructure.
Mais voilà, pour moi, ça s'ajoute à toutes les autres choses qu'on peut faire pour démocratiser. Jean-Charles, je voudrais rebondir avec vous sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire notamment sur le fait que grâce à toutes ces données, désormais, effectivement, on aura peut-être une médecine plus prédictive et ou du coup des offres qui seront parfois, à chaque fois, peut-être parfois discriminantes pour certains individus dont on aurait décelé la possibilité peut-être d'avoir une maladie ou une autre. Chez Alan, par exemple, est-ce que lorsque vous vendez des assurances, déjà, vous pouvez parfois les faire varier en fonction de ces informations dont vous disposez ? Alors, nous, ça c'est un vrai choix de modèle social. Moi, déjà, je crois que la technologie est un grand vecteur d'égalité parce qu'elle est accessible et j'avais adoré ce documentaire d'Ai Weiwei qui est magnifique sur les migrants, mais en fait, on voyait la proportion qu'il y avait déjà un smartphone. Et en fait, dans les pays en développement, il y a une fracture numérique, mais elle est en train de se réduire énormément. Et du coup, on est en train de mettre dans la poche l'accès à l'éducation, à la santé de manière beaucoup, beaucoup plus large, et ce ne sera jamais parfait, mais c'est en amélioration extraordinaire déjà. Après, sur en effet les préconditions, là, c'est une question de modèle social. Et nous, chez Alan, on a pris la décision de pas les prendre en compte et de ne jamais individualiser le prix selon la donnée que les gens nous partagent. Et ça, c'est une question d'alignement des intérêts. Nous, on pense que notre mission, c'est d'aider les gens, d'être un vrai partenaire santé. Et si on veut être un partenaire santé, il faut avoir de la confiance. Et si, quand on partage de l'information, je vais te faire payer plus cher, en fait, on rompt ce système de confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est, si on me partage de l'information, je vais t'aider à vivre mieux, à aller mieux et à être le meilleur de toi-même. Et du coup, ça, c'est une question à la fois de modèle social, sur lequel on a décidé, mais après, nous, de modèle éthique, sur lequel on croit que la confiance va nous faire aussi gagner sur le long terme et être plus gros et couvrir plus de monde, parce que les gens nous feront confiance, nous partageront plus, parce qu'on sait qu'on utilisera cette data à leur service, au service de nos membres, et pas contre eux pour optimiser notre marge. Et ça, je pense que c'est le pacte qui est gagnant, c'est le pacte sur lequel il faut être transparent, et c'est ça qui permettra de faire la différence. Alors on entend bien dans les questions et aussi dans vos réponses quand même qu'il faut vraiment faire attention à ne pas confondre effet d'annonce et réalité pratique de l'accès aux soins. Il faut séparer au fond le probable de l'irréel et l'usage de la promesse. Et c'est précisément le but de notre prochaine rubrique qui est donc historique anecdotique. Je vais vous présenter deux actualités. Vous allez me dire s'il y a là un vrai mouvement qui pourrait marquer notre époque ou si franchement on s'en tape comme des annonces de Jean Castex. Premier élément, Covid list, vite ma dose, Covid anti-gaspi. Il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient pour faciliter l'accès à la vaccination contre la Covid-19 et éviter le gaspillage de doses. Elles sont souvent conçues par des ingénieurs ou des data scientists ou des professionnels du médicament, mais indépendamment. C'est-à-dire qu'on va presque se substituer ou prendre le relais du gouvernement dont la stratégie vaccinale a été débattue et parfois critiquée. Est-ce que selon vous, cette autonomisation, j'allais dire, de certains systèmes de santé publique, c'est historique ou anecdotique? Alors, on est un peu biaisé parce qu'un de nos ingénieurs bosse sur Covid List et on connaît bien les fondateurs. Mais je pense que c'est extraordinaire d'avoir cet élan de bénévoles qui travaillent pour améliorer notre système. C'est hyper important et je pense que ça souligne un enjeu qui est, si on veut l'innovation, il faut la laisser venir de partout. Et on peut avoir une approche régalienne de la santé, c'est-à-dire avec une vision publique forte, mais il faut la combiner avec l'innovation et du privé pour que les meilleurs data scientists du monde, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs designers, les meilleurs product managers arrêtent de travailler sur l'optimisation de la pub et commencent à travailler sur les sujets de santé. Et pour ça, il faut mélanger le public et le privé ensemble. C'est hyper important. Et il faut qu'ils travaillent main dans la main. Il faut qu'ils soient en confiance. Il faut que les acteurs privés comme nous soient des acteurs de confiance. Et ça, c'est très important. Mais les deux doivent coexister. Sinon, on a un outil monolithique qui est certes puissant, mais qui n'est pas innovant. Et ça, c'est dommage. Carlo, historique ou anecdotique? J'hésite un peu entre anecdotique et historique, sinon avec Jean-Charles, on est toujours d'accord. C'est un débat. J'admets que j'ai essayé de trouver des points, mais apparemment, vous êtes plutôt alignés. Oui. Enfin, c'est historique dans le sens, effectivement, c'est un mouvement de fond et on ne peut pas l'arrêter. L'information est à la disposition de tout le monde et tout le monde peut en traire des conséquences. Mais je voudrais peut-être l'anecdotiser dans le sens où moi, ce n'est pas ce que je souhaite dans le long terme. On disait, Alexandre, tout à l'heure, la Chine ne va jamais partager ses données. Moi, je pense que la gouvernance du monde, il faut que nous arrivions quand même à avoir un partage responsable, avec une gouvernance partagée, pour que, effectivement, public, privé, laboratoire, recherche, opérateurs de santé, dans la santé et puis dans les autres industries, puissent faire le bien du monde.
Enfin, nous sommes une humanité, on a eu les guerres, on a eu les conflits, on a tout eu. À un certain moment, il va bien falloir avoir la maturité de dire quel est le système qu'on se donne pour que toutes les personnes de la planète puissent avoir accès aux soins, avoir accès à ce dont ils ont besoin. Donc moi, je pense que ce qui serait historique, c'est qu'on se mette d'accord sur des systèmes à valeur ajoutée qui font le bien de l'humanité. Et on n'en est pas encore là. Deuxième élément qu'il faut analyser, la chaîne de supermarchés Monoprix a mis en place des cabines de téléconsultation médicale dans 2 de ses magasins, à Troyes et à Paris. C'est une initiative destinée à faciliter l'accès aux soins, évidemment, qui n'a pas plu au Conseil national de l'ordre des médecins, qui a plutôt condamné l'opération. Est-ce que, selon vous, cet accès-là à des cabines de télémédecine ou ces nouvelles offres de soins, au fond, c'est complètement historique ou complètement anecdotique? Je ne sais pas si c'est historique ou anecdotique. On parlait tout à l'heure de l'accès et de la fracture numérique qui permet parfois à des gens de ne pas avoir accès. Alors, je ne connais pas forcément la technologie qui est utilisée dans ce cas-là, mais symboliquement, l'effort est intelligent. Parce que si quelqu'un n'a pas accès et grâce à ça, il pourrait avoir accès, c'est plutôt bien. Maintenant, ça doit être cadré. Et donc, en fait, ça devrait être un débat, comme le disait Jean-Charles, public-privé, de dire j'ai cette initiative, je la fais approuver par un certain nombre d'autorités, parce que si je le fais à l'échelle, ça permet à plein de personnes d'avoir accès à quelque chose. Donc, c'est positif, donc ça peut être peut-être historique, mais ça reste anecdotique si ça va dans un conflit d'intérêts et du coup il y a une critique même des autorités de santé. Donc voilà, on peut le rendre historique si c'est un mouvement partagé public-privé. Jean-Charles, la télémédecine entre la soupline et le rayon fromage? C'est difficile de se positionner. Oui, la question était biaisée, pardon. Ouais, mais non, ce que je pense qui est important et ce qui revient pas mal dans la discussion aujourd'hui, c'est il ne faut pas fuir le débat. Et en fait, le fait qu'il y ait du débat sur le Health Data Hub, le fait qu'il y ait du débat sur ce que fait Monoprix, c'est hyper sain. Il faut à la fois qu'on ait du débat en permanence, parce que c'est par le débat, par la maïotique qu'on devient meilleur, et qu'on continue à innover, à construire. Et moi, c'est ça que je veux qu'on ait comme société. Et cette question historique anecdotique est hyper intéressante, c'est comment on met en place du débat sain en permanence, mais que le débat ne bloque pas l'innovation, mais aide à la consolider et à la rendre meilleure. Qu'on soit vraiment dans un monde où on continue à inventer et qu'on invente mieux grâce au débat. Ça, c'est vraiment hyper excitant. Et ça, si c'est une opportunité d'inventer et d'avoir un débat sain qui nous aide à inventer mieux demain, c'est bien. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est la somme de plein d'anecdotes. Eh bien, justement, nous allons clore ce débat. C'est la fin de cette 4e émission Sans Tabou. C'est l'heure des plaidoiries. Au début de ce débat, vous aviez 2 minutes chacun pour exposer votre point de vue. Je vais vous demander là aussi, en 2 minutes, de résumer votre pensée et surtout de dire ce qui dépend encore de nous, ce que vous voudriez que le public retienne ou comprenne. Vous avez 2 minutes. On commence par vous, Jean-Charles. 2 minutes avec le public. Ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a un potentiel extraordinaire d'améliorer notre santé pour tous, à tous les niveaux, de l'accessibilité à l'invention de nouveaux soins, que ça passe par 2 choses. Continuer à inventer à l'échelle de la société et ne pas être forcé d'avoir une pandémie pour inventer, anticiper, continuer à investir tout le temps sur l'innovation numérique et technologique, mais que ça ne marchera bien que si on a des débats en parallèle sur la sécurité de notre information, sur la qualité, sur la privacy, sur l'encryption, et les 2 doivent aller de pair, ça c'est mon sujet, et les 2 doivent aller de pair à tous les niveaux de la société, dans le public, dans le privé. On doit travailler main dans la main, citoyens, entreprises, États, pour améliorer la santé, ce qu'on n'a pas le choix, et de manière globale. Ça c'est ma vision et ma plaidoirie. Carlo? Alors, travaillant chez Microsoft, j'ai l'occasion de voir tous les jours, toutes les semaines, des innovations spectaculaires dans le monde de la santé. Je citerai par exemple les 24 heures holographiques avec 15 chirurgiens qui peuvent opérer grâce à HoloLens avec la réalité mixte, en partageant entre eux, même si à distance, en ayant un patient, mais en ayant aussi des hologrammes pour mieux opérer. Et ça, c'est une meilleure qualité dans les soins. J'ai vu, par exemple, le centre que nous avons sur les lymphomes avec l'Institut Carnot à Lyon. Donc, 35 ans de données sur 25 000 patients qui peuvent permettre d'avoir des informations pour mieux soigner les lymphomes. Le laboratoire sur le sommeil que nous avons avec le CHRU de Nancy.
pour comprendre en fait tous les troubles du sommeil et donc pouvoir conseiller les personnes et ainsi de suite. Les 15 centres de recherche qu'on a avec l'Institut John Hopkins, l'hôpital John Hopkins aux États-Unis. Donc, dans tout le parcours de santé qui est tellement important de notre vie, nous pouvons, grâce à la technologie, améliorer le système. C'est souhaitable, il faut le faire. Ce que je retiens du débat de ce matin, c'est que la technologie peut faire beaucoup, mais sans la pédagogie et sans la confiance, ça ira tellement lentement et ça sera tellement fragmenté que nous n'arriverons pas, pour le prochain Covid, pour les prochaines maladies que peut-être le monde va nous réserver, on ne sera pas un monde résilient et prêt. Donc je souhaite vraiment qu'on puisse travailler sur cette accélération de la confiance pour que nous puissions rapidement aller plus vite sur ce parcours d'innovation. Eh bien, c'est sur ces mots que je termine cette discussion sans tabou. Si elle vous a donné à réfléchir, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site ambition.microsoft.fr dans la rubrique Nos engagements. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le 1er juin pour nous parler sans tabou d'éducation avec François Tadei à l'occasion de la Digital Skills Week organisée par Microsoft. C'est le forum des compétences numériques et de l'emploi. Il se déroule du 31 mai au 4 juin 2021. Évidemment, d'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt.